Les Bretons ne vont pas savourer leur victoire bien longtemps. Et le caillou dans la botte s'appelle Viking. C'est Viking que l'on repère dès 820 dans le nord de la Bretagne et même à d'autres périodes puisque le moine Billy, celui-là même qui a écrit la vie de Saint-Malo, relate leurs méfaits du côté de Dol de Bretagne. En 843, les Vikings rentrent dans l'histoire de la Bretagne par la Grande Porte, si je puis dire, par l'incendie de la cathédrale de Nantes. Je vous propose, pour en connaître plus sur les hommes du Nord, de rencontrer Jérôme Nédélec, spécialiste en la matière. Ils opèrent là, en l'occurrence, le jour de la Saint-Jean-Baptiste. En fait, on est en juin 843. La ville est complètement à la merci. Il n'y a pas de garde, il n'y a rien. On est sur une fête religieuse. Et à cette époque-là, dans l'Europe occidentale chrétienne, il ne viendra à l'esprit de personne d'attaquer un site religieux ou d'attaquer dans ces périodes justement de fêtes qui rassemblent tout le monde. Donc en effet, ils vont là où sont les richesses, puisque a priori il y a une messe à ce moment-là qui est dite dans la cathédrale, donc là où se retrouvent forcément tous les gens qui ont sur eux de l'argent, parce que qui dit fête de Saint-Jean dit marché, donc marché, richesse, bourse, et personnes qui ont sur eux leur or et argent, et donc c'est là qu'ils vont se rendre en fait dans la cathédrale et opérer un hold-up en fait, hein, tout simplement. Alors ça va marquer les esprits parce que l'évêque va être tué sur l'autel, donc c'est là qu'on considère que ce sont des barbares qui n'ont aucune valeur chrétienne et qui donc forcément vont un peu figer cette image de païens hirsutes et violents qui les caractérisera pendant des siècles après eux. En 847, Nominoé a maille à partir avec les Vikings. Par 3 fois, il les combat, par 3 fois, il est battu. Il se résout donc à payer un tribut. Tribut qui ne servira pas à grand-chose puisque les hommes du Nord continueront leurs exactions en Bretagne. Une approche militaire qui est, on va dire, avec une tactique, etc. Ce sont toujours des coups de main, hein, ce sont toujours une approche qui est de l'ordre du guet-apens. On va toujours opérer à un moment donné où on va avoir l'initiative. Les Vikings, ce n'est pas en soi, ça n'est pas un peuple, ce n'est pas un pays, il n'y a pas de Vikingland en fait, ou d'habitants d'un pays viking. Non, les Vikings, c'est une fonction. On part en viking, on va partir en expédition en fait. Au même titre que les conquistadors, par exemple, ne sont pas issus forcément d'un pays en particulier, c'est une fonction. Donc les Vikings vont partir de Scandinavie, des pays qui sont le Danemark, la Norvège et la Suède principalement, et qui vont aller et faire des échanges commerciaux en fait un petit peu partout en Europe, de l'Ouest et de l'Est, et un petit peu plus loin jusqu'en Orient. Et donc cette fonction de partir en viking va se transformer au fil du temps en des actions commerciales un petit peu plus musclées, avec régulièrement ce qu'on a pu appeler des pillages ou le fait de prendre des richesses de façon violente en fait, plutôt que juste rester dans le domaine du commerce. Donc c'est un métier presque qui ne se fait pas tout le temps en fait. C'est à certaines périodes de l'année, à certaines périodes aussi, il va y avoir des expéditions qui vont être montées par des puissants. Ça va être aussi politique, ça va être pour ramasser essentiellement des richesses. Ceci dit, Nominoé continue de renforcer son pouvoir en armorique. Mais pour être roi, il lui faut l'aval des évêques et archevêques. Le problème, c'est que ceux-ci dépendent de Tours, de la métropole de Tours, ancienne province romaine, hein, la fameuse 3e lyonnaise, qui partait de la Touraine à la Bretagne. Ils sont donc acquis aux Francs. Nominoé a entendu que ces évêques se livraient à la simonie. Alors qu'est-ce que c'est la simonie? Alors, on vend quelques objets bénis, hein, c'est formellement interdit, même encore à notre époque. Vous pouvez acheter une médaille tant qu'elle n'est pas bénie. Si elle est bénie, elle n'a pas le droit d'être vendue. Mais plus grave encore, ces évêques donnaient des postes à des vicaires et des abbés contre monnaie sonnante et trébuchante. Donc, Nominoé s'engouffre dans la brèche pour demander au pape de les remplacer. Donc il demande à Convoyant de partir à Rome avec cette double mission. 1. Demander au pape l'onction et la bénédiction pour être roi. 2. Demander à ce que l'on révoque ces évêques qui appartiennent au diocèse de Tours. Dans les deux cas, Léon IV, le pape, va faire fin de non-recevoir. Il dit tout d'abord
je n'ai pas souvenance qu'il y eut d'autres rois avant Noé, donc il va garder sa charge ducale. Et tenez, je lui donne en gage de bonne foi un cercle d'or qu'il pourra mettre sur la tête pendant les jours de fête. Et en ce qui concerne la simonie, eh bien, le pape botte en touche car il ne veut pas se froisser avec les Francs puisqu'on marche main dans la main entre le Vatican et l'Empire de Charlemagne. Loin d'abattre le Breton, il semble que la décision de Léon IV l'ait plutôt galvanisé. En 848, dans sa résidence de Quatelou, il réunit un synode. Alors, une petite parenthèse, Quatelou, certains situent cette résidence à Vannes, d'autres, en regardant de près la toponymie, la situent plutôt du côté de Prisac. Mais en la matière, rien n'est sûr. Ceci dit, en 848, on décide vraiment de révoquer les évêques. On va attendre 849 pour le faire. Auparavant, on aura érigé Dol de Bretagne en tant qu'archevêché et métropole concurrente directe de Tours. Et surtout 2 diocèses supplémentaires, Tréguier et Saint-Brieuc. En 849, la messe est dite, les évêques sont révoqués et remplacés par des évêques bretons. Donc dans la foulée, que fait Nominoé? Eh bien, il s'autoproclame roi. Grande cérémonie à Dol de Bretagne, devant l'archevêque Festinien qui lui oint le front, c'est l'onction suprême. Et bien sûr, cela provoque scandale chez les Francs et à Rome. Ici, tout va commencer dans les années 540, quand Samson du coup, arrive du Pays de Galles par la baie du Mont-Saint-Michel, donc dans cette région qui s'appelait la Domnonée à cette époque. Et il vient pour évangéliser donc, les populations. Il est arrivé sur un bateau de pierre, et oui, comme quoi les bateaux de pierre peuvent flotter. D'ailleurs, vous en avez un devant la cathédrale qui aurait également flotté. Il est arrivé avec Magloire, qui est son compagnon de route, mais également son cousin. Ils font tous deux partie des 7 saints évangélisateurs de Bretagne, des 7 saints fondateurs. Alors quand il va arriver donc, à côté de Dol, tout simplement, il va rencontrer en fait le chef du village qui était donc l'ancien village de Dol, qui s'appelle Privatus. Et selon la légende, pour se faire accepter, Samson va réaliser un miracle. Il va guérir la femme et la fille de Privatus qui sont toutes les deux atteintes de la lèpre. Donc Privatus, pour le remercier, lui permit de fonder le monastère qui est à la place de la cathédrale derrière moi. En fait, ce qu'il faut savoir par rapport à cette cathédrale, c'est qu'elle date du XIIIe siècle. Pourquoi le XIIIe siècle? Parce qu'on sait qu'en 1190, on va avoir l'édification d'une cathédrale romane, donc juste ici. Et malheureusement, en 1203, elle va être brûlée, incendiée par Jean Santerre, qui est donc le roi d'Angleterre, qui arrive jusqu'ici, qui pille la ville et incendie la cathédrale. Samson se rendit au concile de Paris dans les années 550, où il y rencontra Childebert Ier. Childebert Ier était le roi de France de l'époque, donc roi de Paris de 511 à 558, et ainsi que roi d'Orléans de 524 à 558. Childebert Ier confia une mission à Samson, celle de régler la crise politique de la Domnonée. Oui, car Conomor avait usurpé le pouvoir de Jonas. Jonas avait un fils, Judual, et Judual dut fuir. Mais grâce à Samson, Judual retrouva son trône et Judual donc permit à Samson d'avoir de la Domnonée pour évêché. Et fit donc de Samson le premier évêque de la Domnonée et de Dol de Bretagne. Il faut savoir que Dol était le siège épiscopal. Alors, il y a un sarcophage, effectivement. Ce sarcophage, c'est un sarcophage qui date de l'époque mérovingienne et qui est dit celui de Saint Samson, justement. Alors, il est conservé dans la chapelle axiale et malheureusement, donc, il a été séparé des reliques qui ont été, elles, volées en 85. On n'a plus aucune trace de ces reliques. En tout cas, pour parler du sarcophage, on sait qu'il était initialement sous le chœur. Et qu'on a décidé en fait de l'en sortir au XIIIe siècle pour qu'il puisse être admiré par les pèlerins qui venaient de plus en plus dans la cathédrale. Enfin, les Dolois ont pris une sorte d'habitude un petit peu particulière. Ils ont eu l'habitude de s'allonger à l'intérieur, de se couvrir d'eau ou de boue. Et pour eux, c'était une manière de réaliser des miracles.
Pendant de nombreuses années, Dol de Bretagne et Tours vont se disputer l'hégémonie de l'archevêché et c'est finalement la capitale tourangeaune qui va l'emporter. Alors il reste quelques traces de la Bretagne dans la cathédrale, parmi les vitraux un blason du XIIIe siècle et puis plus tristement le gisant de deux des enfants qu'Anne de Bretagne a eu avec Charles VIII, à savoir Charles Orlan, mort à 3 ans, et Charles, mort à 26 jours.